Bonjour, je m'appelle William Potvin, je suis courtier immobilier. Aujourd'hui, je vous présente mon 4e épisode de mon podcast Visite Libre. Aujourd'hui, un épisode tant attendu parce que ça fait plusieurs mois qu'on la repousse. Mais je suis tellement heureux de vous présenter un avocat spécialisé en droit immobilier, Natal Skrenchi. Aujourd'hui, on va démystifier tellement de sujets, mais qui sont super importants pour se protéger en immobilier. Honnêtement, c'est une mine d'or qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, bonne écoute! Premier podcast, non, tu as fait plusieurs podcasts. J'ai fait plusieurs podcasts, Will, fait que je suis content d'être là, pour vrai. Ça va être, je pense, super informatif pour les gens. Ouais, ça va être... en plus, on l'attendait depuis quelques mois. C'est ça, j'ai été vraiment occupé, fait qu'on a reporté un peu, mais je pense que ça va valoir la peine. Il y a eu beaucoup de développement, je te dirais, là, des points plus chauds, avec le marché, la hausse des prix, la hausse des taux, les gens qui achètent ensemble, les parents qui collaborent. Fait que, je pense que ça va valoir la peine, surtout pour les plus jeunes, je suis pas vieux, là, mais pour les jeunes couples, admettons, qui achètent ensemble. Les conséquences d'acheter, on va parler d'inspection, on va parler de vente sans garantie légale. Fait que ça va faire un bon résumé des points à regarder parce qu'on n'y pense pas. Quand on est pris là-dedans, on pense plus à la déco, réno, mais on oublie l'aspect légal qui est super important. Puis c'est quand les problèmes arrivent que là, on sort l'acte notarié. C'est ça. Fait que je pense que ça va être intéressant. Mais tu as fait d'autres capsules, je pense, avec des courtiers. Ouais, j'ai fait des capsules avec des courtiers. C'était plus court, par exemple. C'était pas étendu sur 45 minutes, 1 heure. C'était plus des points précis, surtout pendant la pandémie puis un peu après, dans les sujets qui étaient plus chauds, juste pour dire aux gens, écoutez, un petit aide de mémoire, voici ce qu'il y en est. Puis souvent, il y a beaucoup de croyances populaires, là, surtout sur la vente sans garantie légale. Ça, c'est... Puis c'est surtout que depuis la pandémie, les gens enlèvent ça de plus en plus. Là, fait que, c'est bon qu'on fasse ça après la pandémie parce que ça a tellement changé. Ah ouais, puis les gens, je pense que le réflexe qu'ils vont avoir peut-être après le podcast, c'est d'aller voir leur acte notarié ou d'aller voir les documents, des fois avec des petites surprises. Puis c'est drôle parce que souvent les gens nous appellent, puis au bureau, on a une politique de, appelez-nous un 5, 10, 15 minutes. On prend toujours le temps de parler aux gens. Il n'y a pas de frais, juste pour qu'on analyse sommairement, voir s'il y a quelque chose à faire. Puis des fois, juste avec des petits points très de base, les gens ne reviennent pas. Puis on dit, écoutez, c'est ça qui s'est passé, vous avez acheté sans garantie légale, vous n'avez pas fait inspecter. Fait qu'on va parler des conséquences puis de comment les tribunaux vont voir ça. Là. Donc, ton bureau, justement, c'est Skrenchi et Hamon. Hamon Skrenchi, oui. J'étais à Hamon, c'est mon associé. Okay. On s'est connus à l'université. On a travaillé ailleurs pendant un bout de temps. Puis là, on va fêter nos 10 ans. Au mois de mars, mais ça fait 15 ans à peu près, notre 15e année qu'on est avocat. On fait beaucoup de droit immobilier. Comme tu le sais, un de nos bureaux est à Saint-Eustache, dans les bureaux de Remax Cristal. Mehdi, c'est un bon ami à moi. Puis notre autre bureau est à Joliette, fait qu'on couvre tant les Laurentides que la Nodière. En 2012, si je ne me trompe pas, j'ai coécrit le livre sur la responsabilité de l'inspecteur après-achat au Québec. Donc, par la force des choses, on en fait beaucoup, ouais. Puis, mais je pense que tu n'as pas tout le temps été en droit immobilier. Quand j'ai commencé, non, tu as raison. Quand j'ai commencé, j'étais dans un plus gros bureau. Puis j'ai fait beaucoup de droit de la famille, mais étonnamment, il y a beaucoup de droit immobilier. C'est quand même relié. En matière familiale, ne serait-ce que pour les conjoints de fait ou les gens mariés. On va en parler un peu, les situations d'indivision, le patrimoine familial. Puis, il y a quand même pas mal de questions, je te dirais, qui se recoupaient là. Puis, ça a duré peut-être 2 ans. En familial, puis après ça a été plus une pratique en civil, commercial, immobilier. Okay. Là, fait que, ça fait pas loin de 10 ans que tu es en... Que j'ai mon bureau avec notre équipe, puis 15 ans bientôt que je suis avocat, oui. Ça va être intéressant, ça. Oui, ça va être le fun. On voit beaucoup de choses, tu sais, veux pas, les gens nous appellent quand... Contrairement aux notaires, les gens appellent les avocats généralement quand ça va pas bien. Il y a des avocats qui vont travailler plus en corporatif, la rédaction de contrats, convention d'actionnaire. C'est comme un processus un peu plus préventif, mais encore aujourd'hui, même si on pousse beaucoup pour les modes alternatifs de règlement puis la prévention, les gens vont pas nécessairement investir à ce stade-ci dans ça. Ils viennent un peu nous voir quand il est trop tard ou quand ça va mal ou quand il y a quelque chose qui
sais, puis qui va pas bien, puis veut pas avec l'essor des technologies, puis les gens qui génèrent des contrats sur Internet qui sont pas adaptés à leurs besoins, soit avec l'intelligence artificielle ou des sites où ils te vendent des forfaits pour des contrats pas chers. Ils sortent des contrats avec il y en a quelques-uns, puis ils viennent nous voir, puis on dit, écoutez, c'était pas adapté à votre situation, puis là, veut pas, quand il y a un contrat, ben, le contrat, c'est la loi des parties, fait qu'on est pris avec ce que les gens ont fait avant. L'intelligence, il manque une clause, puis whoop. C'est ça. Fait que, tu sais, on en voit beaucoup, puis en immobilier, ça devient important parce que c'est souvent l'investissement le plus gros que les gens vont faire dans leur vie, surtout avec le boom. Tu sais, je connais pas les chiffres, mais admettons, je regardais récemment, on parlait qu'à Montréal, des fois, ça a un 40% de plus au niveau de la valeur, même un 50% de plus. Mais tu sais, mets ça sur la durée de l'hypothèque avec les taux d'intérêt. C'était déjà des gros montants à l'époque. Aujourd'hui, c'est rendu énorme. Puis je pense qu'on va en parler un peu. L'aide que les parents donnent aux enfants, c'est quoi les cas de figure, qu'est-ce qui peut se passer, surtout, c'est quoi les obligations. Exact, ça arrive vite. Là. On fait une offre, c'est accepté. Peut-être là c'est plus tranquille, là, mais pendant la pandémie, tu avais 2 jours pour visiter. Tu visitais un samedi, lundi, il fallait que tu rentres une offre. Tu avais 15 minutes là, avant. Là, à cette heure, c'est 2 visites, 3 visites des fois. Je pense que plus c'est vite, plus c'est... Plus il y a un risque, pas d'erreur, mais d'oublier des choses qui devraient, dès le départ, peut-être être sur la table. Des fois, il y a des discussions. L'argent, c'est un sujet inconfortable dans un couple. Rajoute les beaux-parents là-dedans, tu multiplies le facteur de malaise possible. Mais quand ce qui n'est pas clairement dit n'est pas clairement compris, fait que si les parents de ta blonde disent on va mettre de l'argent, ben, dans ta tête à toi, c'est une donation. Dans la tête de ta blonde, c'est une donation. Mais dans la tête de ses parents, c'est un prêt. Mais tu comprends, ça peut créer des situations pas le fun. Puis là, il y a aussi qu'est-ce qui s'est dit devant le notaire, qu'est-ce qui est dans l'acte notarié, y a-tu des documents, y a-tu des échanges écrits, parce que c'est quand ça va mal que là, il faut débroussailler dans tout ça. Là, exact. Ça, justement, là, c'est le premier point qu'on voulait aborder. Je sais que tu as un secret professionnel, on peut pas dire de scénario, mais on peut faire une mise en situation. Exact. Fait que, mettons, j'achète avec ma blonde, on achète à 2, puis on met une mise de fonds qui n'est pas égale. Fait que, mettons, je mets 60%, mais 40%, ou vice-versa. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on doit faire une vérification de plus? Bien, généralement, il va y avoir des situations... il y a 2 situations. OK? Généralement, il n'y a rien dans l'acte notarié ou il y a quelque chose d'écrit dans l'acte notarié. Puis ça va avoir un impact parce que si c'est dans l'acte notarié, un acte notarié, c'est un acte authentique. Là, sans faire un cours de droit, c'est qu'il faut le contester avec une procédure spéciale qui s'appelle l'inscription de faux. Puis si c'est dans l'acte notarié, il y a comme une côte à remonter pour contester les pourcentages. Tandis que si il n'y a rien dans l'acte notarié, là, on retombe avec les dispositions du Code civil. Puis, je vais parler de conjoint de fait, pas de gens mariés pour pas mêler patrimoine familial et tout. Mais admettons un couple qui est conjoint de fait. Si, admettons, tu achètes une maison avec ta blonde, comme tu as dit, puis il y a une mise de fonds de 100 000. Si toi, tu as mis 60 000, puis elle a mis 40 000, il serait de loin préférable de spécifier dans l'acte notarié qui a mis combien. Fait qu'il faut le mentionner au notaire, là, parce que d'emblée, il ne l'écrira pas. Puis des fois, les notaires, il y en a des très bons, mais il y en a aussi des fois qui ne posent pas toutes les questions. Puis regardez dans vos actes notariés, très important. Regardez dans vos actes notariés si vous avez ce qu'on appelle des conventions d'indivision. Des fois, c'est inclus dans l'acte de vente, puis ça va prévoir qu'est-ce qui se passe avec les mises de fonds. Ça va prévoir si les mises de fonds des parties augmente au fil du temps au prorata de la valeur de la maison. Ça va prévoir la convention d'indivision qui paye quoi. OK? Aussi. Puis ça va aussi prévoir est-ce que quelqu'un a un droit de racheter l'autre en cas de séparation? Qu'est-ce qui se passe quand on vend? C'est quoi les dépenses qui doivent être remboursées? Qu'est-ce qui se passe pour les dépenses pendant la vie commune? Donc, retenez que si vous faites une mise de fonds inégale, spécifiez-le au notaire. Faites-le inscrire dans l'acte notarié. Si ce n'est pas le cas, puis vous avez déjà signé chez le notaire, puis vous avez mis de l'argent, regardez qu'est-ce que votre acte... appelez-moi, ou regardez votre acte notarié, puis regardez s'il y a une mention dans l'acte notarié de
qu'est-ce qui s'est passé avec la mise de fonds, parce que souvent, il y avait une décision de la Cour d'appel, je pense que c'est Cadieux contre Caron, j'espère que je ne me trompe pas, où est-ce qu'il n'y avait pas rien dans l'acte notarié, mais la Cour d'appel est venue dire qu'il y avait une présomption de libéralité. Ça veut dire que si tu prévois rien, puis tu mets une mise de fonds tout seul, admettons, c'est comme s'il y a une présomption que tu la partages si tu as acheté 50-50 avec quelqu'un d'autre. C'est comme si tu faisais une libéralité de cette partie-là. Au moment de la vente, c'est 50-50. Tu pourrais prévoir. L'avantage, si il n'y a rien dans l'acte notarié, c'est que c'est une présomption que tu peux essayer de renverser. OK? Fait que ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans l'acte notarié? Si oui, ça va être difficile à défaire. S'il n'y a rien dans l'acte notarié, on a un peu plus de marge de manœuvre pour essayer de dire non, mais c'était pas ça qu'on voulait faire. Puis, tu sais, garder les textos, regarder les courriels, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est des grosses mises de fonds quand même, là. Même avec SCHL ou sans SCHL, ça reste quand même des montants qui sont importants. On le sait, là, les valeurs des maisons ont tellement monté les gens que c'est de plus en plus pour réduire les paiements mensuels. Puis aussi, un sujet qui on le sait, là, l'argent, c'est toujours un sujet délicat, mais qui paye quoi? Parce que, tu sais, ce que le Code civil va dire... ben, tu sais, je ne veux pas parler du contrat de vie commune où est-ce que c'est pas super populaire puis ça l'a jamais vraiment été. Contrat de vie commune, c'est un peu qui paye quoi, mais dans les dépenses générales. Okay. Tu sais, l'épicerie, l'électricité, tu sais, si... tu parlais à propos de la maison. Là. De la maison, si je parle de la convention d'indivision, c'est que généralement, les parts sont présumées égales. Sauf si, au contraire, dans l'acte notarié, dans l'acte d'acquisition. Puis aussi, au niveau des dépenses, qui va payer quoi? Tu sais, quelqu'un qui gagne 150 000 versus quelqu'un qui gagne 75 000, mais il y a une disparité au niveau des revenus. Est-ce que là, les ententes du couple, c'est on va payer les dépenses de la maison moitié-moitié? Techniquement, s'ils sont 50-50 de la maison, qu'un gagne plus ou l'autre gagne moins, ils sont 50-50 de la maison. Que ça soit écrit il faut le prévoir. Ça, c'est sûr et certain parce que tu peux imaginer la frustration de celui qui gagne moins, qui doit payer la même chose, mais en même temps, ils sont 50-50 du même bien. Fait que, la valeur de un, quand ils vont revendre, ça va être la même chose. Puis, à un moment donné, il y a un courtier qui était venu me voir, puis c'était pour un dossier personnel. Puis lui, quand il m'a fait regarder son acte notarié, il se séparait. T'sais. Puis là, j'écoute, laisse-moi donc voir ton acte notarié, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, à l'époque, son ex-conjointe avait mis plus d'argent que lui, mais en plus, dans l'acte notarié, ça disait que la part que son ex-conjointe avait mis prenait de la valeur au prorata de la valeur que la maison allait prendre dans le temps, mais les dépenses étaient 50-50. Fait que là, lui, il payait 50-50, mais le cash down, la mise de fonds que sa conjointe avait mis, prenait plus de valeur. Je dis, écoute, est-ce que tu as été conseillé? Il dit non, on m'en a jamais parlé. Est-ce que le notaire t'a expliqué? Il me l'a jamais expliqué. Il a réussi à s'entendre avec elle, mais vous savez, même si la majorité des dossiers se règlent, si quelqu'un s'appuie sur le contrat, puis que c'est ça qui est écrit, ben des fois, vous pouvez laisser pas mal d'argent sur la table. Là. Ça devient frustrant pour certaines personnes. Fait que la chose à retenir, c'est peu importe la situation, de bien expliquer au notaire pour qu'il puisse rentrer ça dans l'acte. Exact. Puis si vous avez des échanges, malheureusement, on sait les statistiques, un couple sur deux se sépare. Là. Donc, c'est ça, les statistiques. À peu près. Il faut pas être pessimiste, il faut être plutôt réaliste, malheureusement. Ouais. Puis, si vous sentez que ça va moins bien, si vous sentez qu'il n'y a pas une bonne entente, essayez de voir qu'est-ce qui s'est dit à l'époque. Des fois, ça peut aider, tout dépendant de la situation. Il y a 15 ans, les gens s'en rappellent un peu moins. Fait que je pense de le mentionner au notaire au moment de l'achat, c'est la chose la plus safe à faire. Là. Oui, puis même, moi, j'irais plus loin que ça. Ça, c'est parce que je fais du litige beaucoup, donc on voit quand ça va mal, les tangentes que ça peut prendre. Demandez peut-être au notaire de vous envoyer le projet d'acte avant de signer. Ça n'arrive pas souvent, ça. Des fois, c'est quand on fait des demandes spécifiques, mais souvent, tu le sais, quand tu vas chez le notaire avec des clients, et le notaire est là, c'est rare qu'ils lisent clause par clause. Ils vont faire un résumé des pages. Ouais. C'est déjà fait. Fait que les gens, des fois, c'est sur place qui ont des questions, mais quand il y a des gros montants en jeu, en plus, si les parents des deux côtés participent financièrement, vous avez le droit de demander un projet d'acte avant. Question d'avoir une bonne idée de ce qu'il y en est, parce que le gros problème, c'est quand ça va vite, ça augmente exponentiellement la probabilité qu'il y ait des choses qui n'étaient pas bien comprises. Là. C'est une mine d'or d'informations, là, ce que tu donnes. Bien, c'est sûr que c'est important. Puis, un acte de vente peut des fois contenir une convention d'indivision.
des fois, les gens le savent même pas. C'est quand ça va mal qu'ils regardent le document. Parce qu'eux, ils se disent, c'est normal, ils se fient sur le notaire qui est le professionnel, mais des fois, les notaires utilisent des modèles, ce qui n'est pas rare. Est-ce que le modèle avait une clause d'indivision? Est-ce que c'est vraiment ça que les parties voulaient au niveau du partage de la mise de fonds, du partage des dépenses? Fait que c'est super important. Vraiment, on va vendre ce podcast-là. Là, ça, je vais le mettre privé. Ça va être 1000 $. 1000 $ pour les informations. Là. Mais là, tu parlais d'avoir du support financier des parents. Oui. Fait que, mettons, j'achète une maison, mes amis, ma famille, peu importe, ils m'aident sur la mise de fonds, ils m'aident financièrement. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se protéger autant moi que les personnes qui m'aident? C'est sûr qu'il faut toujours qualifier si tu as un prêt ou si tu as un don. De mémoire, j'ai déjà vu des dossiers où est-ce que les institutions financières demandaient une preuve que c'était un don. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu dans des dossiers de financement, parce que la banque, elle ne veut pas, justement, tu sais, les banques, les institutions financières aiment ça être en premier rang, là, on ne se le cachera pas. Ils ne veulent pas que personne soit en avant d'eux. Puis, ils veulent s'assurer que leur risque est contrôlé. Donc, souvent, les banques vont demander aux parents, de ce que j'ai vu dans ma pratique, des lettres de confirmation que c'est un don. Si c'est un don, puis c'est une vraie libéralité qu'on appelle, techniquement, il n'y a pas de problème, mais il faut que les parents comprennent que c'est un don. Encore là, le don est fait à qui? Est-ce qu'il est fait à leur fille, à leur fils, ou il est fait au couple? Tu sais, à qui bénéficie ce don-là? Puis là, après ça... C'est parce que, je te donne un exemple, les parents du conjoint, puis j'utilise conjointe, mais on s'entend, là, ça peut aller dans les deux sens. Les parents du conjoint lui donnent 100 000 $. Lui, il prend ce 100 000 $-là, il fait une mise de fonds. Sa conjointe met 0. Puis il marque rien dans l'acte notarié. Il pourrait y avoir une présomption qui donne 50-50, ou même pire que ça, si le notaire dit que la mise de fonds seront partagées 50-50, là, c'est dans l'acte notarié, ça devient un acte authentique. C'est difficile de contester ça. Fait que vous voyez l'importance de préciser le cheminement, l'argent part de qui, c'est une donation ou c'est un prêt. Si c'est un prêt, ça se peut que la banque ou l'institution financière pose des questions. Est-ce que les parents vont vouloir une hypothèque de deuxième rang sur la maison aussi? C'est possible. C'est possible. Mettons, c'est un don. Ils doivent remplir un document comme quoi que c'est un don, que c'est pas un prêt. Bien, généralement, c'est l'institution financière qui va le demander. En plus, ils mentionnent au notaire pour qu'il puisse le détailler dans l'acte. Tout à fait. Ça, admettons, le notaire pourrait dire il est entendu que M. X contribuera à raison de 100 000 $ à titre de mise de fonds, cet argent provenant d'une donation de ses parents. En cas de séparation, en cas de rupture ou en cas de vente de l'immeuble, M. X pourra récupérer ce 100 000 $ à en priorité sur le produit net de la vente. Admettons. T'sais. Mais s'il n'y a rien de prévu, ben, la conjointe elle pourrait décider de 50-50. De jouer dur et de dire écoute, moi, si on ne s'entend pas, ben. Ça doit arriver souvent. Là, ça arrive, mais les gens sont censés quand même. Je veux dire, la majorité des dossiers, même quand les procédures commencent, on finit par les régler. Puis le gouvernement pousse beaucoup, le ministère de la Justice, avec la médiation, l'arbitrage, la conciliation, justement pour éviter ça. Parce que pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, les délais dans les tribunaux judiciaires sont quand même ça doit être quelque chose. Assez longs. C'est pour ça que là, récemment, il y a un projet de règlement où le règlement a été adopté aux petites créances pour la médiation puis l'arbitrage. Ils veulent le rendre obligatoire ou l'imposer dans certaines causes. Je pense que c'est 5 000 $ au moins. Je pense pas que je me trompe. Là, je l'ai regardé récemment. Donc, les gens, ça leur tente pas des fois, quand il y a un 20 000 ou un 30 000 $ qui les sépare, d'attendre 2-3 ans. Il y en a qui mettent de l'eau dans leur vin. Il y en a qui vont consulter. On fait une entente, exactement, parce que sinon... c'est souvent pareil pour... Mettons les vices cachés ou les découvertes. Exact. On va en parler tantôt, là, mais s'ils découvrent quelque chose puis qu'il y en a pour 5 000 $. C'est rare qu'on leur dit qu'on va à la cour avec ça. Puis même, je te dirais que des fois, des gens nous appellent puis ils ont découvert de quoi. Puis c'est à peu près 17 000, 18 000, 19 000, 20 000. Ils peuvent réduire leur réclamation. Vous avez le droit de réduire votre réclamation de ce montant-là au montant de la compétence des petites créances, mais vous n'avez pas le droit de le diviser. C'est 15 000, exactement. Puis vous n'avez pas le droit de le diviser en plusieurs réclamations, admettons 3 réclamations de 7 000 pour arriver à 21 000. Non, une fois que tu fais ton lit, tu fais ton lit. Mais encore là, petite créance, je ne connais pas tous les délais dans tous les districts,
Mais ça peut être long. Ça peut être long. Ça, c'est sûr et certain. Puis, vous savez jamais comment le tribunal va se pencher. Même si vous pensez que vous avez une bonne cause, même si vous pensez que votre cause est béton. Souvent, on entend les gens, ma cause est béton, ma cause est béton. Ça dépend de la preuve, ça dépend de ce qui a été dit devant le juge, ça dépend de la crédibilité des témoins experts. Il y a un paquet de facteurs. Ouais. Justement, on parlait de vice caché. Oui. Ça nous amène à la garantie légale. Yes. Ça, c'est tellement un point qui est tellement important. Là. Dans le fond, la garantie légale, c'est quoi? Ça protège c'est une garantie contre les vices cachés. C'est une garantie contre les vices cachés. Ça va cachetés, pardon. Ça va protéger les acheteurs prudents et diligents. Puis, tu sais, les gens, des fois, ne comprennent pas la notion de vice caché. Il y a quand même une certaine gravité. Tu sais, une porte qui ferme mal ou une manivelle de fenêtre qui ouvre pas bien, c'est pas un vice caché. Exact. Peut-être la poursuite. C'est ça. Puis, ça dépend aussi de l'âge de l'immeuble. C'est quoi qu'est-ce qui est en litige. Tu sais, souvent, les gens ne comprennent pas, mais admettons un drain français ou une fosse septique qui a atteint sa durée de vie. C'est pas un vice caché. Ça a atteint sa durée de vie. Puis surtout, ça, il savait. S'il savait, s'il y a eu une inspection. Je te dirais que, généralement, les gens qui font faire une inspection pré-achat vont être considérés comme prudents. Prudents et diligents au sens de la jurisprudence. La Cour d'appel l'a déjà dit. Par contre, il y a aussi une certaine jurisprudence qui dit que quand ton inspecteur n'a pas bien exécuté son contrat de service, parce que c'est comme si tu lui délègues le rôle de faire une inspection visuelle. Puis une inspection pré-achat, c'est visuel, c'est pas destructif, c'est sommaire. Là. C'est pas un expert, c'est un généraliste, un inspecteur. Ben, si l'inspecteur a mal fait son travail, il y a une certaine jurisprudence qui dit que tu perds ton recours contre ton vendeur, mais là, il faut que tu poursuives ton inspecteur. Ah, ouais, okay. Oui, c'est quand même assez particulier comme situation. Mais je pense que les gens ont beaucoup entendu parler de vice caché, mais ce que les gens doivent retenir, il y a une décision de la Cour d'appel de mai 2022, je ne me trompe pas, qui est venue clarifier la question de la vente sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur. Okay? Ce que la décision de la Cour d'appel est venue dire, c'est qu'une fois que, admettons, tu as 8 vendeurs avant toi, puis tout s'est vendu avec garantie légale, mais là, toi, tu décides de vendre sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur à ton acheteur, mais là, tu viens de faire une ligne dans la chaîne de propriété, il ne peut plus remonter en arrière, il ne peut plus te poursuivre toi, il ne peut plus poursuivre les gens avant toi, puis si jamais lui, il revend avec garantie légale, ça ne pourra jamais venir t'atteindre. Parce même si c'est un problème qui était là au moment de l'autre propriétaire. Ben, ça dépend de la problématique, ce qui peut soulever, parce que même quand on vend sans garantie légale au risque et périls de l'acheteur, s'il savait, on peut plaider le dol, là, on peut passer outre ça, mais règle générale, s'il n'y a pas eu de jeu de cache-cache, s'il n'y a pas eu de dol, cette personne-là, puis tous les gens avant lui ou avant elle sont libérés. Okay? Ce que la Cour d'appel est venue dire, puis on sait que l'OASIC a même écrit aux courtiers et courtières pour venir dire c'est un peu drastique. Fait que voici une clause qui pourrait peut-être être utile. Tu l'as peut-être vu, c'est une vente sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur, ou bien juste sans garantie légale, mais dans laquelle l'acheteur, lui, vend sans garantie légale, mais le vendeur cède à son acheteur, tous les droits qu'il avait avant. Fait que c'est comme si lui seulement, il se retire de la chaîne de titres, mais il laisse les autres en arrière de lui. Ouais. ça peut créer des situations particulières. Je donne un exemple. Tu sais, des fois, il y a des propriétés qui se promènent dans la famille. Fait qu'admettons, ton père a vendu à ton cousin une maison. Là, ton cousin te vend la maison à toi. Puis toi, tu décides de vendre la maison sans garantie, mais en cédant tes droits que tu avais avant. Mais tu laisses ton cousin puis tu laisses ton père au bat, comme on dit, si jamais il y a un recours. Fait que, c'est toujours du cas par cas. Puis la Cour d'appel dit, faut voir c'était quoi l'intention des parties. Puis même encore, on pense à ce qui pourrait être plaidé par des avocats, ce qui pourrait être rédigé dans des actes notariés par des notaires. Est-ce qu'on va commencer à faire du cherry picking sur qui on garde dans la chaîne de titres antérieure? C'est particulier quand même. Là. Okay? Ça s'en vient particulier, mais je pense que ce que l'OASIC voulait faire, c'est pas priver les acheteurs de recours, parce qu'on l'a vu, tu le sais, pendant la pandémie, c'était un peu la folie. La folie. Tout le monde enlevait ça. Pas d'inspection. Là, il fallait faire paraffer. Vous voulez pas d'inspection. Sans garantie légale. Des fois, les gens, ils visitaient en virtuel, là, quasiment. Là, en FaceTime, pas d'inspection, sans garantie légale. C'est un peu fou quand tu penses à ça. Ouais. Là, une maison de 600, 700, 800 000 que t'as pas eu se dégage de tout. Ouais.
C'est touché. Fait tu sais, en bref, c'est garantie légale, parce qu'on voit souvent la clause, là, cette présente vente est faite sans garantie légale au risque et périls de l'acheteur. Si vous représentez le vendeur, c'est sûr que votre but, c'est de minimiser son risque à lui. Mais si vous représentez l'acheteur, c'est sûr que vous allez vouloir négocier que le vendeur, il cède ses droits antérieurs pour protéger votre client. Fait qu'on voit cette clause-là, on pourrait demander au vendeur de dire... Tu peux le négocier. Exclue juste ta garantie à ton vendeur, mais laisse la garantie légale de qualité des vendeurs avant. Là. Exact. Puis tu vois, il y a des courtiers qui m'ont déjà dit, écoute, quand on vend sans garantie légale, c'est logique, c'est sûr qu'on prend une perte parce que ça a une certaine valeur, la garantie légale. Tu comprends? Fait que t'es bien mieux, ne serait-ce que pour essayer d'avoir un montant, de dire, écoute, moi, je te vends sans garantie légale, mais je te cède tout ce que j'avais avant. Mais encore là, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Tu sais, je donne un exemple. Admettons... c'est exactement. Tout le monde a vendu sans garantie. Ou si quelque part dans la chaîne de titres, il y a eu une vente sans garantie légale, c'est ça, j'avais donné une formation à des courtiers suite à cet arrêt-là. Puis je disais, écoutez, il faudrait vraiment, si vous voulez faire un travail exhaustif, aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de titres antérieurement. Ouais. On peut voir ça sur les actes de vente. Les actes de vente, on va au registre foncier. Pour ceux qui sont moins familiers, le registre foncier, c'est comme un registre au Québec où est-ce que vous tapez public. Vous devez payer, c'est pas cher, c'est $1 par document consulté. Puis à ce moment-là, vous pouvez voir en mettant votre numéro de lot, Cadastre du Québec, là, quand vous regardez votre compte de taxes, vous avez un numéro de lot qui est rattaché à votre propriété. Vous pouvez aller consulter l'acte de vente, les actes d'hypothèque, les actes de vente antérieurs. Donc, c'est sûr que le commun des mortels qui ne travaille pas en immobilier ne va pas penser à faire ça. Donc, votre courtier... Le courtier peut le faire. Vous pouvez le demander à le notaire. Vous pouvez consulter un avocat pour le faire aussi. Des fois, juste pour savoir dans quoi vous vous embarquez, parce que souvent... Puis, tu sais, je reviens toujours à ça. On va payer un 250-300$ pour faire inspecter un bazou, là, qui vaut peut-être 7 000, 8 000, 12 000, puis on va payer 500, 600, 700$ pour une maison à 750 000. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Les gens... Mais c'est correct parce que c'est la façon de faire, mais des fois, quand on se retire puis on dit, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que j'ai fait les bonnes vérifications? C'est sûr que nous, on est hyper vigilants. On est avocat, on fait du litige, on fait du droit immobilier, on le sait. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont curieux puis qui posent des questions. Puis tant mieux parce que une fois que tu as signé, une fois que tu as ton hypothèque, une fois que tu découvres des problèmes, tu as pas mal le bras dans le tordeur. C'est ça qui est moins évident aujourd'hui. Fait que ça m'amène à la prochaine question. Fait que si tu achètes sans garantie légale, tu parlais de la chaîne de type de propriété, là, c'est ça. Fait que si tout le monde a vendu sans garantie légale, toi tu as acheté sans garantie légale, t'es mieux de vendre sans garantie légale. Ben, c'est sûr, parce que sinon, tout ce qui s'est passé je te donne un exemple, si les 4 personnes avant toi, ils se sont toutes vendues sans garantie légale, mais toi, tu décides parce que tu es gentil de vendre avec garantie légale, ben, t'es le dernier. T'es un peu trop gentil. T'es un peu trop gentil, puis tu t'exposes. Ça veut pas dire que tu vas avoir un recours contre toi, mais tu t'exposes à être le dernier dans la chaîne de titres. Puis généralement, les derniers dans les chaînes de titres, c'est les gens qui ont construit les maisons, les premiers propriétaires. T'sais, les ventes sans garantie légale avant la pandémie, là, Will, ça fait quand même une couple d'années que tu es courtier. Presque 3 ans. Ouais. Bon, ben avant la pandémie, les ventes sans garantie légale, c'était succession, les divorces, les séparations, les faillites. Quand c'est loué, des fois. Oui, des fois quand c'est loué. Mais là, depuis la COVID, c'était comme rendu la norme, puis c'est encore là. Puis des fois, le premier réflexe avant qu'on voyait ça sans garantie légale, c'était de dire « OK, il y a un problème avec la maison ». Mais aujourd'hui, les gens, c'est comme devenu presque une... Puis ça devrait pas, de là l'intervention de l'OAC. Pour ça protéger, exact. De plus, on enlève ça. Exact. Parce que c'est sûr que dans un dossier de vice caché, quand tu commences à regarder surtout les coûts de construction puis de rénovation, ont tellement augmenté, il faut que tu payes ton expert, ça va vite, là. Ça va très vite en matière de vice caché. Mais, admettons qu'on découvre un vice caché, justement. Mettons, j'achète une maison, là, puis je découvre que il y a tel problème avec la fondation, ou je découvre qu'il y a de la contamination quelque part, quelque chose que l'inspection n'aurait pas vu, oui. Puis qu'il n'y aurait pas eu d'indice, fait que techniquement un vice caché. Un vrai vice caché, oui. C'est quoi les démarches à faire? Là? La première chose à faire, sauf les cas d'urgence, puis même encore, on essaie de le faire, c'est d'envoyer ce qu'on appelle un avis de dénonciation à votre vendeur. Donc, dès que vous constatez qu'il y a probablement un vice caché ou que c'est peut-être un vice caché, première étape, il faut envoyer un avis de dénonciation par écrit avec une preuve de réception, soit par huissier, courrier recommandé,
La meilleure preuve, pour moi, ça reste par huissier. Des fois, il y en a qui le font par courriel, mais c'est un risque à prendre. En disant que je vous dénonce que j'ai découvert un problème. Je pense que c'est peut-être un vice caché. J'ai acheté avec garantie légale, donc je vous tiens responsable. Je vous donne l'opportunité de venir sur les lieux parce que vous devez donner la chance à votre vendeur de venir faire des constatations. Parce que si vous faites les réparations puis vous y envoyez après, lui va avoir le meilleur moyen de défense pour faire rejeter votre recours en disant « On m'a empêché de venir voir c'était quoi le problème, de proposer des correctifs, peut-être à moindre coût. » Parce que, tu sais, des fois, une fois que tu envoies ton avis de dénonciation, il faut que tu aies un délai raisonnable. Il faut que ton avis faut que le vice soit dénoncé aussi dans un délai raisonnable. OK? Donc, le plus rapidement possible, il faut que tu envoies un avis écrit. Puis là, quand la personne va venir, ton vendeur, soit il va nier responsabilité, soit il va dire « Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis prêt à régler, fait que je t'offre tant. » Ou il va dire « OK, il y a un problème, mais ta soumission, parce qu'après ça, on dit aux gens, il faut trouver des soumissionnaires. » Moi, j'aime ça avoir au moins 3 soumissions. Parce que des fois, il y a des bonnes disparités dans les soumissions. Puis lui, il va dire, regarde, l'entrepreneur ABC Inc. pour refaire ton drain français, il te charge 32 000, mais moi, j'ai trouvé quelqu'un à 22 000. Là, tu essaies de t'entendre, savoir si cet entrepreneur-là va faire les travaux dans les règles de l'art aussi. Donc, il y a toujours un aspect de négociation. Puis les gens... C'est pour ça qu'on laisse justement un petit peu de temps. Exact. Fait que la première étape, avant tout, c'est de laisser savoir. L'avis de dénonciation écrit. Ensuite, tu invites la personne à venir sur les lieux faire des constatations. Donc, on répare pas le problème. Non, sauf les cas d'urgence. Okay. Si, admettons, tu as un problème de structure ou de capacité portante, puis ta maison va s'écrouler, ben, tu sais... Là, c'est justifiable parce que la maison elle est tombée. Ou bien tu as de l'eau qui rentre parce qu'il y a une fissure majeure, puis là, ton sous-sol est en train d'être inondé. C'est sûr que ça ne te tente pas d'attendre 10 jours. Là. Puis, il faut quand même que tu minimises tes dommages. Parce que souvent, j'ai déjà entendu ça. Là, il y avait tel problème, on a découvert. On l'a réparé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est trop tard. Généralement, c'est trop tard. Sauf si tu peux démontrer que c'est un cas d'urgence. Tu peux démontrer que tu avais quand même avisé minimalement, verbalement, par téléphone, soit par texto, ou bien que ton vendeur, il a juste dit, regarde, moi, je ne suis pas responsable de rien. S'il a répudié sa responsabilité, tu es capable de jouer un peu avec ça. Mais là, on s'étire un peu de la règle de avis de dénonciation écrit. Ça, retenez que c'est la règle qu'il faut faire. OK. Ouais. Puis, ensuite, lui, il peut venir... Il peut venir voir. Là, nous, en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on va référer les clients des experts pour aller chercher un rapport d'expertise pour venir nous dire c'est quoi la cause du vice. Puis souvent, quand on va analyser un dossier, on va regarder le rapport d'inspection pré-achat parce qu'on veut être certain que l'inspecteur n'est pas passé à côté de quelque chose. S'il avait vu des indices. S'il aurait dû voir des indices. Ouais. Ou bien s'il a dit au client, parce que, tu sais, règle générale, est-ce que les gens lisent le rapport d'inspection en détail comme ils devraient? Moi, je conseille que oui. Mais il faut toujours le lire, tu sais. Mais les gens... Des fois, c'est 100 pages, 150 pages. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, vous allez voir souvent dans les rapports d'inspection, puis vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Souvent, les inspecteurs vont avoir des codes de classification. Des fois, c'est des remarques générales, des fois, c'est des avertissements, des fois, c'est des drapeaux rouges, comme on dit, en disant « vous devez faire réparer ça ». Donc, c'est sûr que si l'inspecteur a attiré l'attention sur un problème, puis toi, comme acheteur, tu ne l'as pas regardé, puis après ça, tu cries au loup, le tribunal va dire « Écoute, tu n'as pas été prudent et diligent. » C'est à toi de faire les démarches. C'est à toi de faire les vérifications. Ou si l'inspecteur te référait à des experts ou s'il y avait des indices, c'est sûr que les tribunaux ne sont pas là pour protéger les acheteurs négligents. Mais ça reste que l'inspection, c'est visuel. Il y a certaines visuel. choses qu'ils ne peuvent pas voir. Exact. Puis là, il y a un changement. Il y a eu le projet de loi 16 qui a été adopté. Les inspecteurs vont être mieux encadrés. Ils vont être encadrés. Ça va être la RBQ. Il y a une nouvelle norme qui a été soumise pour étude récemment. Je pense que ça va peut-être rentrer en vigueur, le règlement, en octobre 2024, là, de ce que j'ai vu dernièrement. Donc, j'ai hâte de voir comment il va y avoir une mise en place de cette normalisation-là, parce que, tu le sais, c'est pas tous les inspecteurs qui travaillent de la même façon, qui remettent des rapports de la même qualité. Ce que Québec va essayer de faire, ça va être de standardiser ou normaliser la pratique de l'inspection pré-achat, s'assurer que tout le monde a des assurances, responsabilités professionnelles, s'assurer au niveau des compétences, du format du contrat de service, du format du rapport, que ce soit un peu standardisé. Là. Ils ont un gros rôle, là, les inspecteurs. Mais oui, parce que, écoute... c'est tout eux qui... C'est souvent eux qui vont... Tu sais, puis un inspecteur ne devrait jamais vous dire, puis il y en a sûrement qui le font, achète ou achète pas. Ça, c'est toujours délicat. Parce que, tu sais, l'inspecteur,
un inspecteur qui est un ancien entrepreneur, puis il y a beaucoup d'inspecteurs qui sont des anciens entrepreneurs. Lui, il va voir une maison, puis il va dire, écoute, moi, là, je mets 30 000 $, puis c'est beau, je fais un flip, puis je fais de l'argent. Mais tu sais, la conjointe qui travaille en service de garde, puis le conjoint qui travaille dans un bureau, qui ne sont pas manuels, ça ne va pas juste leur coûter 30 000 $ de matériel, ça va peut-être leur coûter 30 000 $ ou 40 000 $ de matériel, puis 50 60 000 $ de main-d'œuvre. Fait que tu sais, les inspecteurs ne devraient jamais vous dire achète ou achète pas. Ils devraient juste vous référer à leur rapport en disant voici ce que j'ai vu, voici les points sur lesquels j'insiste que vous devez peut-être creuser un peu plus, mais ultimement, la décision revient. Puis j'aime ça parce que je vois de plus en plus d'inspecteurs qui veulent même pas savoir le prix d'achat. Parce que pendant la pandémie, là, même si la maison était 400 000, des fois elle partait à 600. Là. Fait qu'ils voulaient même pas savoir à combien qu'elle sortait parce qu'ils veulent pas avoir comme une opinion biaisée. Est-ce que ça vaut ça? Est-ce que ça vaut pas ça? Est-ce que je devrais l'acheter? Fait que je trouve qu'ils ont tellement un gros rôle là, que c'est important. Fait que si tu achètes sans inspection, est-ce que tu as quand même des recours? Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au Québec, tu n'es pas obligé de faire inspecter. Il n'y a pas d'obligation de faire inspecter. Puis c'est pas parce que tu n'as pas inspecté que tu as été négligent. C'est sûr que non, mais il faut quand même, comme acheteur, que tu fasses une inspection visuelle de la maison toi-même. T'sais, acheter sans visiter, là, ça peut être de la négligence. Okay. Des fois, dans certains cas, les tribunaux vont dire, une maison, surtout à Montréal, là, une maison centenaire, t'es mieux de faire inspecter une maison centenaire. T'sais, pour avoir un recours? Ben, pas pour avoir un recours, mais pour mieux paraître au tribunal. T'es pas obligé, mais dans certaines situations, les tribunaux ont dit, ça aurait été utile de faire inspecter une maison centenaire. T'sais, des fondations en bloc, c'est pas comme une fondation en béton coulé. Là, tu peut avoir des problèmes d'infiltration d'eau. Puis aussi, ce qui est important au niveau des inspecteurs, assurez-vous que votre inspecteur a en main tous les documents transactionnels, mais surtout la déclaration du vendeur. Puis si vous le savez qu'il y a déjà eu des inspections antérieures, essayez de lui donner une copie à l'inspecteur. Parce que 2 têtes, 3 têtes valent mieux qu'une. Lui, il va aimer ça, savoir qu'est-ce qu'un de ses collègues inspecteurs a déjà vu, que peut-être lui aurait passé à côté. Surtout, vous le savez, les inspections, ça peut arriver à n'importe quelle saison. Une inspection en hiver, c'est pas comme une inspection en été. Il y a certaines composantes. Puis j'ai eu beaucoup de dossiers de problématiques de pente de terrain. Des pentes de terrain l'hiver, là, tu ne sais pas si la pente est négative vers la maison. Là, ce que ça fait, c'est que tu as l'écoulement des eaux qui va vers la maison, ton drain français est surchargé, puis des fois, si tu as de l'oc ferreux, tu rajoutes problème par-dessus problème. T'sais. Avoir plusieurs rapports, l'inspecteur peut voir si tel problème a empiré. Puis surtout, des fois, c'est il y a eu tel problème en 2016, mais ça a été réparé. Il va avoir une meilleure idée de la situation. Puis, dites-vous, quand c'est un vice caché, il est caché pour tout le monde, incluant l'inspecteur. Il n'est pas là pour trouver des vices cachés, il est là pour vous montrer les vices apparents. Un inspecteur. Ou des indices de. Souvent, il va dire je regarde les coins supérieurs, je vois comme des taches noires. C'est de la moisissure. Il va regarder la condensation des fois dans les fenêtres. Y a-t-il un problème d'humidité dans la maison? L'échangeur d'air, est-ce qu'il est fonctionnel? Il va regarder aussi sur le toit, y a-t-il les aérateurs, les soffites, y a-t-il des cols de cygne? Il va regarder ces indices-là. Des fois, même la jurisprudence se dit qu'il faut qu'il se mette la tête dans l'entretoit, voir si... mais il va dans l'entretoit, là. C'est pas tous les inspecteurs qui vont dans l'entretoit, par exemple. Alors, des fois, il y en a qui... J'espère que le vôtre va dans l'inspecteur, par exemple. Mais tu sais, des fois, tu as des inspecteurs qui ont des limitations corporelle pour passer à travers. Non, mais des fois, c'est petit, la trappe. C'est ça. Puis vous avez des inspecteurs un peu plus techno qui vont utiliser la thermographie aussi. Je trouve que des fois, c'est se mettre un peu la main dans un engrenage parce que c'est supposé être visuel. La thermo, ça, tu vois à travers les murs, tu vois les... Mais souvent, c'est pour amener à une petite vérification de plus. Exact. Fait que s'il vise, mettons, le toit, puis il voit qu'il y a un spot d'humidité à tel endroit, puis qu'il s'en va voir dans l'entretoit, il va porter une attention particulière. À ce secteur, exactement. Là, ça peut être intéressant. Là. Ça peut être intéressant. Puis, je vous dis, magasinez vos inspecteurs aussi, parce que c'est comme dans toutes les professions, c'est pas tout le monde, malheureusement, qui est au même niveau, mais c'est tellement un investissement important quand vous achetez une maison. Là, moi, c'est ça que je dis toujours aux gens. Le prix qu'on paye pour une inspection au garage pour une voiture versus une maison, juste ça devrait nous sonner des cloches. Puis lisez-le.
lisez-le parce que les inspecteurs vont souvent se prémunir en disant « Moi, je l'ai envoyé à temps, vous devez attendre mon rapport avant de prendre votre décision. » Puis souvent aussi, on le voit, tu le sais, dans les promesses d'achat quand c'est conditionnel à une inspection, puis on va en parler, je pense, un peu plus loin, là, un peu plus tard, c'est que votre rapport, généralement, il reste à vous, sauf si vous voulez vous retirer de la transaction. C'est sûr que les vendeurs vont vouloir savoir, mon Dieu, qu'est-ce que l'inspecteur a trouvé. Raison de plus pour bien lire votre rapport d'inspection. Puis, règle générale, on en parlera tantôt, on ne peut pas se retirer d'une transaction pour des pécadilles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est très il manquait important. une plainte électrique, moi j'avais Ouais, c'est ça. Puis le remords n'est pas une cause de retrait de transaction. Même pour une baisse de prix, là. Si on veut 20 000 parce que il manque il manque une plainte électrique. J'ai déjà entendu, il manquait une plainte électrique qui n'était pas GFI ou DDFT. Là. C'est un peu exorbitant. Ça vaut 50$, c'est ça. Je vais la payer au pays. Mais il faut faire attention. Fait qu'il faut pas que ce soit des problèmes mineurs, il faut que ce soit majeur, autant pour se retirer que faire une baisse de prix. Bien, tout à fait. Puis, oubliez pas. Je sais pas si c'était trop loin. Ah, c'est peut-être trop loin. Je pense que je suis correct. Sinon, non, mais je pense que c'est correct. Excusez, là, si je parle pas fort, on va rajouter ça. Des messages aux caméras. On va rajuster ça en post-prod. C'est un bon point, Will. Oubliez pas, là, dans le Code civil du Québec, il y a les articles 6, 7 puis 13, 75. On mise beaucoup sur la bonne foi des parties tout le long du processus. Surtout dans un contexte de promesse d'achat, on ne peut pas se retirer pour 150$. On ne peut pas se retirer pour 1000$. Au pire, négocier. Les tribunaux vont regarder dans un contexte de non-respect de promesse d'achat, c'était quoi le comportement des parties, est-ce que c'était justifié? Ils vont regarder le rapport d'inspection. Fait que c'est sûr qu'un juge ou une juge va vous regarder un peu bizarrement si vous n'avez pas voulu acheter la maison pour, comme tu disais, une plainte électrique à 100-150$. Je veux dire, ça se répare. Là. C'est pas un problème en tant que tel. Là, ouais. Mais, je pense que c'est parce que j'ai tellement entendu souvent des cas que les gens utilisent ça comme porte de sortie. C'est pas automatique. C'est ça. Pas automatique. Vraiment pas automatique. Non, fait que moi, mettons, j'achète une maison, je la fais inspecter, puis je dis, regarde, il y a telle affaire, telle niaiserie qui est sortie sur le rapport, j'avais plus. Lui, il y aurait un recours contre moi. Bien, possiblement. Puis, je sais pas si tu voulais qu'on en parle tout de suite des recours en cas de non-respect de la promesse d'achat ou si tu veux qu'on aille un peu... Ouais, ça, c'est dans le fond... la prochaine partie, c'est obligation. Là, fait qu'on pourrait... On pourrait en parler. Bien, c'est sûr que, tu sais, une promesse d'achat, sous réserve des conditions que vous mettez, puis de grâce, soyez exigeants, tout dépendant de la propriété que vous achetez au niveau des conditions, parce que les conditions usuelles, là, de base, c'est financement puis inspection. Ouais. Mais si vous achetez une propriété qui est peut-être plus dans le nord, ou si vous achetez une propriété qui est peut-être plus vieille, c'est une maison centenaire, rajoutez des conditions conditionnelles à une expertise par un ingénieur, conditionnelles à des tests, des tests d'eau, des confirmations de débit d'eau, puis là, je parle ça des puits artésiens, on en parlait justement hier. Mettez des conditions parce que ça devient conditionnel, puis ça vous donne la chance de... Bon, ça passe au financement, l'inspection est belle, mais le test d'eau est pas bon. Le test de débit d'eau est pas bon. Ou bien mon ingénieur me dit, écoute, la maison centenaire que tu veux acheter, il y a une probabilité que dans les 5 prochaines années, il y a un effondrement. Vous allez avoir la meilleure porte de sortie. Là. Vous comprenez? Ça ne sera pas une plainte électrique à 100$. C'est ça l'objectif. Puis, comme tu l'as dit, Will, c'est de se protéger. L'objectif, c'est de vous protéger. Souvent, là où les acheteurs se font pincer par la cour, c'est les achats émotifs. Quand l'émotion rentre en ligne de compte, puis on devient un peu... On a enlevé une condition pour être sûr de l'avoir. C'est ça, ou bien on est aveuglé parce que je l'aime la maison, c'est proche de l'école, c'est proche du travail. Oui, je vois le problème, mais je le vois pas en même temps. Le tribunal va dire, écoutez, là... Eux ne sont pas dans l'émotion, eux sont blancs. Exact, parce que après ça, vous, parce que vous avez été trop émotif ou émotive, vous voulez tenir vos vendeurs responsables. Eux, ils vous ont rien caché. Tu comprends? Fait ils vont dire, regarde, tu avais juste à prendre le temps. Maison centenaire, sais-tu où est-ce que tu as eu le plus de cas? Tu parlais soit de drain français, tu l'as mentionné plusieurs fois, ou maison centenaire? Mais les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la vétusté, la fin de vie utile. Ils vont pas comprendre cette notion-là. Puis souvent, je ne sais pas si tu l'as vécu comme courtier, mais les gens, quand ils achètent une maison usagée, ils pensent quand même que c'est une maison neuve dans leur tête. Ouais, ça je confirme. Bon, fait que tu vois,
quand vous achetez une maison qui a 10-15 ans, c'est sûr qu'il y a des petits bobos. Toutes les maisons ont des bobos. Ouais, les maisons neuves, en fait. Là. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, tous les experts, puis j'en fais beaucoup des dossiers, les experts me disent tout le temps, tu sais, Maître Crunchy, il n'y en a pas de maisons qui sont parfaites au Québec. Là. Il n'y a pas de maisons qui sont 100%. Tu sais, c'est eux qui disent ça, puis c'est des experts. Fait qu'imaginez, vous achetez une maison qui a 15-20 ans, tu sais, le toit, les fenêtres, éventuellement le drain français, éventuellement la fosse septique. Ça, c'est quand vous avez une maison qui a ça. Mais pour le reste, il y a quand même des entretiens d'usage qui doivent être faits sur une maison. C'est pas automatiquement un vice caché. Mais les gens, souvent, ils crient au loup. Puis souvent... Quand ma pompe à 30 ans, elle vient de briser, poursuite, mais là... C'est ça. Puis il y a aussi ce qu'on appelle le facteur de dépréciation. C'est pas parce que tu trouves un vice caché. Puis l'exemple que je donne souvent aux gens, c'est, admettons, quand tu as acheté, la toiture avait 10 ans, là, tu achètes la maison, tu découvres qu'il y a un problème, puis là, tu réclames une toiture neuve. Le tribunal va dire, écoutez, vous avez acheté une maison qui avait une toiture de 10 ans. Là, si je vous donne une maison avec une toiture neuve, vous vous enrichissez. Le principe, c'est que vous ne devez pas vous enrichir. Donc, si la toiture, je ne sais pas, coûte 30 000 à refaire pour une toiture neuve, le tribunal va dire, bien, mettons, la toiture, c'est 20-25 ans. Il va appliquer un facteur de dépréciation de 40-50 % juste pour dire, bien, voici ce que tu aurais eu si la toiture avait été correcte au moment de l'achat. Fait qu'on n'a pas 100% du montant qu'on réclame très souvent aussi à cause du facteur de dépréciation. Ce qui a le plus de vices cachés, c'est quoi? C'est les toitures, les maisons centenaires? Les maisons centenaires, oui, ça arrive. Les toits, fosses septiques, drains français, les problèmes de moisissure. Là, Juste pour donner une idée aux gens où vraiment faire attention. Bien, c'est sûr que moi, je poserais des questions sur, est-ce qu'ils ont fait des réparations antérieures? Qu'est-ce qu'ils ont comme facture? Mais je vous dirais que c'est souvent dans ces endroits-là. Sinon, les fissures de fondation. Puis souvent, les gens vont dire, j'en ai eu 3-4, je les ai fait réparer, voici les factures. Ça devrait vous inciter à poser plus de questions, puis même des fois à payer un expert pour creuser la question, sans faire un jeu de mots, creuser peut-être autour de la fondation. Parce que les fissures, des fois, s'il y en a plusieurs, ça peut être un problème plus grave. Au niveau du sol. Chaque côté, des puis, fois. Puis la forme, quand c'est des lézardes, là, plus, si on veut, à l'horizontale, ou comme ça peut être grave comme problème. OK? Fait que souvent, c'est de la façon que les maisons sont construites au Québec, c'est les infiltrations d'eau aussi beaucoup à partir du sous-sol. Puis aussi, regardez vos polices d'assurance, parce que des fois, les gens, certaines compagnies d'assurance ne vont pas assurer le vice, mais ils vont assurer les conséquences du vice. Fait que s'il y a une infiltration d'eau, l'assureur va payer pour, admettons, le nettoyage, le séchage, mais ils ne vont pas payer pour les coûts correctifs de la fissure ou du problème. Okay? Fait que ça, c'est important aussi. Pour revenir à la question des obligations, règle générale, quand vous avez une promesse d'achat, c'est correct que je regarde dans la caméra quand je parle? Oui, tu peux regarder comme si c'était une formation. Sinon, quand vous avez une promesse d'achat, si vous ne la respectez pas, comme acheteur, votre vendeur va avoir 2 options. Il peut soit vous poursuivre en passation de titre pour forcer la transaction, ou il peut vous poursuivre en dommages-intérêts, parce que généralement, le vendeur, ce qu'il va faire, va dire « Tu ne veux pas aller chez le notaire, toutes les conditions sont levées, moi, je suis d'avis qu'il faut faire la transaction. » Lui, il va vous envoyer une mise en demeure pour dire « Je veux que tu ailles chez le notaire à telle heure, telle date, l'acte notarié va être prêt. Sinon, indique-moi que tu ne veux plus acheter, puis je me réserve le droit de la remettre en vente sur le marché. » C'est rare, je vous dirais, que les vendeurs vont poursuivre en passation de titre. C'est pas impossible, mais c'est plus souvent l'acheteur qui va poursuivre en passation de titre. Je vais vous donner un exemple. J'achète une maison à Montréal. Elle est listée à, je sais pas moi, 850 000, mais je sais qu'elle vaut 1 million. Wow, j'ai fait tout un deal. Wow, 850 000, c'est sûr que je rentre dans mon argent dès le jour 1, puis je la revends, là, je vais faire du blé, là, je vais faire de l'argent. Là, votre vendeur, il dit non, je ne veux plus de vendre parce que je peux la vendre plus cher. Là, vous faites une action en passation de titre. On publie un avis de préinscription au registre foncier. Là, on vient de bloquer toutes les transactions. Puis, on envoie un recours, demande en justice en passation de titre pour forcer la transaction. C'est plus souvent les acheteurs qui ont un bon deal, qui ont acheté un bon prix. Ben oui, parce qu'eux, ils l'ont eu à un bon prix, ils veulent la garder à ce prix-là, mais il faut vite se dépêcher avec un avis de préinscription pour empêcher le vendeur de la revendre à quelqu'un d'autre,
puis il rende votre recours illusoire, si on veut. Mais ça, c'est dans l'optique où est-ce que les conditions sont réalisées ou ça n'a pas Les rapport? conditions, il faut que la promesse d'achat soit parfaite et conditions réalisées, dans le sens qu'il n'y a pas de porte de sortie pour ton vendeur. Ça, c'est le recours en passation de titre. Fait que retenez que c'est plus souvent l'acheteur que le vendeur qui va intenter un recours en passation de titre. Le cas classique du recours en dommages, c'est le vendeur qui a fait une bonne affaire en disant hey, « J'ai vendu cet immeuble-là commercial à 1,5 million, mais il en vaut peut-être 1,1, 1,2. » Là, l'acheteur, il ne veut plus. Puis là, il reçoit la mise en demeure, puis il dit « Écoute, je n'irai pas chez le notaire, fait que poursuis-moi en dommages. » Fait que ce que le vendeur va faire, il faut qu'il la remette en vente. Il faut qu'il mitige ses dommages, qu'il faut qu'il trouve le meilleur prix. Mais si, admettons, il vend à 1,1, mais il l'aurait vendu à l'acheteur à 1,5, il y a une perte de 400 000. Fait que lui, il va poursuivre en dommages l'acheteur en disant « J'ai perdu 400 000 ». Comprenez? Fait que c'est sûr que ça devient des gros sous, ça devient très stressant, ça devient monopolisant pour les gens, là, ces recours-là. Là. Mais dans ce cas-là, y a-tu un recours? Parce que, mettons, je fais une offre sur une maison, c'est accepté, je change d'idée, je la veux plus. Là. Ben, ça dépend. Tu la veux plus pourquoi? Mettons maison. Que j'en ai trouvé un autre qui est plus intéressant. Si ta promesse d'achat, les conditions sont levées, puis tout est levé, puis ça devient un... Je m'embarque dans des procédures. Oui, exactement. Potentiellement, oui. Ça, c'est sûr et certain. Fait que la question de si les conditions sont réalisées ou non, c'est important. C'est important parce que si les conditions ne sont pas réalisées, puis admettons, le financement passe pas, porte de sortie. Inspection ne fonctionne pas à cause de quelque chose de majeur, porte de sortie. Autres conditions, test d'eau, test de libido, expertise par un ingénieur. Libido. Libido, on a vu sexe oral tout à l'heure là, dans les podcasts, là, fait que, excusez. Fait il faut avoir des motifs pour sortir de la transaction. Puis souvent, Will, c'est un bon point que tu apportes, mais mettez-vous à la place du vendeur qui se dit, toutes les conditions sont levées. Lui a commencé à regarder déjà une autre maison. Il a fait une offre sur une autre maison. Tout est conditionnel à sa vente. Tout est conditionnel à sa vente. Puis là, les gens qui ont accepté, peut-être qu'ils ont commencé à regarder, ils ont peut-être déménagé. Fait que souvent, dans ce genre de dossier-là, ça a des répercussions sur tout le monde. Les courtiers n'ont pas leur commission. Ouais. Aussi. Tu sais, fait que si vous saviez comment des fois une décision peut avoir un impact sur un paquet de gens, parce que, tu sais, quand c'est quelqu'un, admettons, des personnes âgées qui vendent puis qui s'en allaient en résidence de toute façon, ou des gens qui déménageaient ou qui partaient à l'extérieur du pays, des fois, c'est moins grave les conséquences, mais quand vous avez des gens qui ont déjà acheté ailleurs en pensant que c'était vendu, puis souvent, je te dirais que les gens vont apprendre, il faut que je me rapproche du micro, que les gens vont apprendre que le deal ne se fait pas quand la date du notaire est déjà fixée. Tu veux dire qu'il y en a des deux parties qui décident de ne pas aller chez le notaire. Ouais. C'est spécial quand même. J'entends souvent cette menace-là. Là. S'il y a ça qui se passe, si tu n'inclus pas ça, finalement, je me pointe pas au notaire. C'est des menaces, mais comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est des négociations. Ça ne veut pas dire parce que la personne menace qu'elle a raison. C'est juste que ça va venir jouer sur la fibre de les gens ne veulent pas de problème. Fait que, des fois, il y en a qui sont plus durs en affaires, il y en a qui sont plus mous en affaires, mais c'est très important de savoir qu'une fois qu'on a une promesse d'achat qui les conditions sont levées puis que tout est là, c'est un contrat, là. Fait que l'histoire de tant aussi longtemps qu'on n'a pas passé au notaire, il n'y a rien d'officiel, c'est pas vrai. Si la date est fixée puis tout, puis la promesse d'achat, les conditions sont levées, non. Tu peux être dans la merde quand même, là. Exact. C'est ça. OK. Exact. Ouais, c'est un contrat. Les documents transactionnels, là, ils sont là pour une raison. Sinon, ça sert à quoi de signer ces documents-là? Parce que j'ai entendu une histoire que pendant la pandémie, là, les horaires de visite, c'était samedi, dimanche. C'était juste ça, puis les offres, c'était présenté le lundi. Fait en une fin de semaine, mettons que tu en visitais 5-6. Là. Mais là, tu en avais 3 qui étaient intéressés. Fallait que tu en choisisses une parmi ces 3-là. Mais il y a des gens qui mettaient les offres sur les 3. Là. Mais c'est dangereux, surtout si tu as renoncé aux conditions. Mais mettons qu'il y en a 2 qui est accepté. C'est là que ça s'en vient toucher, parce que là, si tu découvres rien à l'inspection, le financement est beau. Tu peux potentiellement être redevable d'obligations envers la partie à qui t'a présenté une promesse d'achat. C'est pour ça que, puis, s'il y a des courtiers
qui représentaient des acheteurs qui ont fait ça pourrait être délicat pour leur responsabilité parce que si tu fais 3 offres sur 3 maisons sans condition, tu as vraiment mal conseillé tes clients. Tu n'as pas juste mal conseillé tes clients, tu as mal fait ta job. Oui, il faut toujours bien protéger les gens. Tu sais, les gens doivent comprendre que quand ils ont un courtière, règle générale, ce professionnel-là de l'immobilier va bien les conseiller parce qu'ils ont vécu ces situations-là puis ils veulent pas que les gens soient dans des problèmes. Fait que oui, à déconseiller fortement de lancer 3 offres sur 3 propriétés avec une renonciation à l'inspection. Puis on verra quand on verra laquelle qui est acceptée. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure d'émotivité, les gens qui sont tannés de faire des recherches, les gens qui veulent juste trouver une maison, bien, des fois, le stress puis l'émotivité, c'est des mauvais conseillers. Ouais. Il faut prendre un temps de recul. Puis, tu sais, combien de gens aujourd'hui, j'en suis certain, ceux qui vont écouter, ils vont peut-être trouver qu'ils ont payé trop cher pendant la COVID. Il doit en avoir beaucoup. Il y en a combien qui regrettent d'avoir acheté sans garantie légale. Il y en a combien qui regrettent d'avoir acheté sans inspection. C'est majeur. Tu dois le voir plus que moi. Souvent. Puis on voit tout ça a posteriori, mais les gens, souvent, ils nous appelaient, ils disent « Ouais, j'ai acheté sans garantie légale, je n'ai pas fait inspecter. » Puis là, j'ai découvert en dévisant ma cuisine qu'il y avait de la moisissure partout. OK, est-ce que vous pensez que le vendeur vous a menti? C'est puis ça? Non, j'ai pas rien qui me laisse croire qu'il m'a menti. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Vous avez acheté sans garantie légale à vos risques et périls. Cette phrase-là, ce que la Cour d'appel est venue dire en mai 2022, ça veut dire quelque chose. Tu achètes sans garantie légale à tes risques et périls. Ça lance un message clair que bonne chance. Ouais. Gère. Tu veux l'acheter, parfait. Mais tu viens juste de mentionner un point. Si le vendeur le savait, là, c'est plus un vice caché, c'est un vice. On peut prétendre que le DOL, qu'il y a eu du DOL, et là, on peut passer outre la vente sans garantie légale. Le DOL, c'est comme vice de consentement? Oui, il a vicié ton consentement parce qu'il le savait, oui, il t'a menti. Mais des fois, j'ai déjà vu des décisions que parce que, même de bonne foi, la DV avait mal été remplie. Des fois, ça peut venir jouer sur la question mais généralement, il faut démontrer une espèce d'élément de... Qui a peinturé par-dessus. Exact, de la mauvaise foi, il le savait. Surtout les autoconstructions ou ceux qui raboudinent eux-mêmes leur propriété, d'électricité non conforme, de la plomberie non conforme. Ouais, souvent... Tu le vois pas parce que c'est dans les murs, là. Exact. Ça peut devenir très délicat, effectivement. Là. Ouais. Puis un autre point que je me fais demander souvent, là, que les gens ont peur de, mettons qu'ils font une offre, c'est accepté, conditions réalisées, puis le vendeur ou même l'acheteur décède avant le notaire. Bien, généralement, ça va être la succession pour être tenue des obligations. Encore là, c'est le gros bon sens. T'sais. Des fois, il y en a qui vont négocier une pénalité pour se désister. Puis, tu sais, tu amènes un super bon point. Là. Pendant la COVID, beaucoup de vendeurs m'appelaient, qui étaient référés par des courtiers, puis ils me disaient « Mon acheteur ne veut plus acheter. » Puis là, je dis « Écoutez, allez-vous vraiment subir une perte si vous la remettez sur le marché? Moi, je pense que vous allez au minimum vendre au même prix ou plus cher. » Puis, je te dirais que dans pas loin de tous les cas, ils ne perdaient pas d'argent. Fait que je dis, écoutez, on peut bien envoyer une lettre si vous voulez en leur disant, si on veut acheter, sinon on va la remettre sur le marché, mais on va vous tenir responsable. Souvent, là, très souvent, ils vendaient plus cher. C'était la rareté. Tu étais quasiment content que l'acheteur ne peut plus acheter, pas de trouble. Exact. Mais ça, c'est le marché de lundi. Puis tu t'en souviens, pendant la COVID, les offres multiples, c'était hallucinant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le marché en date de décembre 2023, on est dans la même situation qu'admettons... l'été au printemps 2022, je suis pas certain. Non. Je suis pas certain. Fait qu'aujourd'hui, le marché reprend peu à peu. Est-ce qu'un vendeur aurait le même prix ou plus cher? Ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend du type de propriété. Puis aussi souvent, puis ça c'est un bon point, je pense, qui est intéressant pour les gens. Des fois, on parle de maisons qui sont brûlées parce qu'un inspecteur est passé dessus. Il a fait un rapport très, très... très, très méticuleux. Fait que là, les gens se retirent. Bien, c'est sûr que dans le jargon, on dit « Ouf, cette maison-là... » Oui, parce qu'ils doivent mettre le rapport-là disponible aux futurs acheteurs. Exactement. Puis des fois, l'inspecteur, il a peut-être été un peu trop méticuleux, mais il a juste vu ce qui allait être
là, fait, c'est subjectif. Est-ce que les acheteurs, un jeune couple, ont eu peur puis on fait comme on s'embarque pas là-dedans, mais un couple plus vieux aurait dit c'est pas de problème, on a l'argent pour faire les rénovations, puis on va négocier. Fait que ça aussi, c'est important. C'est du cas par cas, mais surtout dans les rapports, des fois, ils mettent plus. Pas nécessairement tous les inspecteurs qui font ça, mais il y en a qui mettent un peu plus pour se baquer ou sont pas sûrs. Puis les inspecteurs sont poursuivis fréquemment, Will, je te dirais. C'est ça, fait qu'ils n'ont pas le choix de mettre des bons paragraphes pour se baquer. Oui, mais tu sais, souvent, tu vois, il y a certains rapports d'inspecteurs qui systématiquement ils réfèrent à aller consulter un expert, un électricien, aller consulter un plombier. Tu sais, à un moment donné, c'est une inspection visuelle, puis tu sais, si le vis est caché, il est caché pour tout le monde. C'est juste que des fois, en allant trop loin, les inspecteurs, soit ça fait peur, ou soit, après ça, nous, quand on est en défense, on va dire à l'acheteur, ben regarde, ton inspecteur t'a dit d'aller voir telle personne. Mais tu sais, est-ce que c'est l'inspecteur qui est allé un peu trop loin? Possiblement. C'est pour ça que des fois, je vois des rapports de 250 pages. Ça, c'est fou. 250 pages pour un rapport d'inspection, une inspection visuelle qui a coûté 500, 600, 700, 250 pages. C'est particulier. Mais des fois, c'est des templates qu'ils voient tel problème, puis ils cliquent, ça rajoute tel paragraphe avec le code de couleur. C'est juste que ça peut faire peur aux gens qui lisent ça à froid. Qui, mettons que la conjointe ou le conjoint, un des deux n'a pas été à l'inspection, puis qui lit le rapport. Ça fait peur. Ça peut être problématique. Moi, ce que j'ai déjà vu pour avoir donné des formations à des inspecteurs, c'est que dans le milieu, puis je pense pas que c'est super populaire, mais ça serait intéressant, parce qu'on pense toujours à l'inspection pré-achat. Mais il y a des inspections pré-vente qui se font, puis tu as des inspections préventives. Les inspections préventives, c'est, admettons, moi, j'ai ma maison depuis 15 ans, puis je décide de faire une inspection préventive pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à chaque année ou à chaque 2 ans pour garder ma maison en bon état. Puis tu as les inspections pré-vente, où est-ce que c'est les gens qui disent, ben tu sais quoi, l'année prochaine, je vais peut-être mettre ma maison en vente. J'aimerais ça qu'un inspecteur passe sur ma maison puis qu'il me dise, voici ce que les gens vont me dire. Pour les faire réparer avant, pas se faire négocier. Exact. Ça, c'est pas mauvais, je trouve. Je pense que c'est une bonne idée, tu trouves, inspection pré-vente? Pré-vente, c'est sûr que, bon, s'ils demandent est-ce qu'il y a des inspections, tu n'auras peut-être pas le choix de donner ton rapport de pré-vente. Mais tu peux amener les correctifs avec ce rapport-là. Exactement. Ça rassure les gens. Comme ça, les gens vont dire oui, il y avait un problème, mais ça a été corrigé. Fait que je trouve que ça vient un peu rassurer puis démontrer la bonne foi. Puis tu sais, souvent, les gens... Tu le sais, c'est un domaine quand même de feeling. Hein. Des fois, c'est en bonne partie. Comment je me sens dans la maison? Est-ce que je sens que les propriétaires me cachent quelque chose? Est-ce que les propriétaires se sont bien occupés de la maison? Est-ce que je vais découvrir des problèmes? Mais quand quelqu'un dit, regarde, moi j'ai assez confiance dans ma maison puis ma gestion de ma maison que j'ai fait un rapport d'inspection pré-vente, puis j'ai corrigé ce qui m'a sorti. Fais venir ton inspecteur pré-achat. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Surtout qu'il ne peut pas se faire négocier après par quelque chose qu'il vient de découvrir, là, parce qu'il a déjà fait inspecter. Oui, puis tu sais, en plus, ça a été corrigé, qu'est-ce qu'ils vont négocier? C'est ça. Ouais. T'sais, surtout si, dans ton processus, sur Centris, tu le mets disponible en plus, là, puis les gens y ont accès, qu'est-ce qu'ils vont venir dire? Je suis pas content qu'il y ait déjà eu des problèmes. Toutes les maisons ont déjà eu des problèmes. Tu comprends? Ouais. Mineur ou majeur ou intermédiaire, mais comme je disais tantôt, il n'y a pas une maison qui est 100% clean, comme on dit. Là, on aimerait ça. On aimerait ça. Puis comme je te l'ai dit, puis c'est drôle, je savais que tu allais me dire que tu l'as remarqué, mais les gens achètent des maisons usagées puis ils pensent que c'est des maisons neuves. La porte patio ferme mal. Ben oui, mais la manivelle de la fenêtre, il me semble, ça fait un drôle de bruit. Ben, mets du WD-40. Là, c'est une maison qui il y a eu des hivers, il y a eu des familles qui ont habité là-dedans, il y a eu des utilisations peut-être plus différentes d'une famille à l'autre. Fait que c'est sûr que tu n'achètes pas une maison, surtout pas à Montréal. Je veux dire, à Montréal, là, c'est... Mais partout, là, des fois, je vois 4-5 propriétaires en 20 ans. Ah oui, c'est ça. C'est sûr là, que c'est des éléments qui vont être usés au fil des années. Ah oui, puis imagine quand les gens font des réparations homemade eux-mêmes, là, ça rajoute dans l'équation. Là, des panneaux électriques tout croche ou de la plomberie qui tient, mais... de peine et de misère, là, c'est particulier. C'est particulier. Puis ce qu'il devrait y avoir, puis je ne sais pas si ça a déjà été pensé ici au Québec, mais on a les Carfax pour les voitures. Ouais. Mais il n'y a pas d'historique pour les maisons. Tu te fies sur. Tu te fies sur ce qu'il y a sur Centris. Tu te fies à ce qu'il y a dans les DV. Un Carfax pour les maisons. Ouais. Wow, c'est une bonne idée, ça. Housefax. 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 On passe ça, Will. mais imagine,
Ça serait vraiment bon, là. Ben, je reviens encore à la comparaison. On a ça pour des voitures, Will. Des autos, mais on n'a pas ça pour des maisons. C'est spécial. Ouais. Tu sais, alors que avec la technologie d'aujourd'hui, c'est un registre qui pourrait être mis en place par les municipalités au Québec. Dire, écoutez, voici ce qu'on a répertorié par numéro de lot au niveau des DV puis au niveau des rapports d'inspection. C'est sûr que tu n'auras pas tous les travaux qui ont été faits. Je pense que ça va arriver en temps et lieu parce que là, avec la pandémie, les dernières années qu'on a vécues, il y a tellement de choses qui ont changé, qui sont en train de s'adapter. Là. Mais ça serait incroyable comme idée, là, comme un house fax, là, un Carfax pour les maisons parce que avoir tout répertorié, les rapports, les problèmes, l'autre vendeur a déclaré tel problème. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a plus de jeu de cache-cache rendu là. Mis à part les gens qui essaient de magouiller, mais ça, c'est comme partout dans n'importe quel domaine. Mais règle générale, tu mets ça disponible à tout le monde. C'est encore drôle. Les gens qui mentent, les inspections de complaisance, il y en aurait, mais ultimement, ce qu'on veut, ce que tout le monde veut, c'est pas avoir de problème. Protéger tout le monde. Hein. Exact. Le nombre de dossiers de vices cachés au Québec, c'est fou, là. Puis pourquoi aujourd'hui... il y en a avoir plus qu'avant. Là. Ben, avec la COVID, c'est sûr que c'est des causes parce que les montants sont plus importants parce que même les coûts de la main-d'œuvre et des entrepreneurs ont explosé. Mais, comment ça, on peut, dans une maison centenaire, avoir un dossier de vices cachés comme pour une maison qui a moins de 5 ans? Il n'y a pas de limite dans le temps. Tu comprends? Ouais. J'ai eu un dossier où est-ce qu'on avait poursuivi parce qu'il y avait un problème de toiture. Mes clients, je pense, avaient acheté la maison en 2016 ou 2017. On a obtenu gain de cause avec tous les frais et tout. Ça a monté à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais tabarnouche, avec les appels en garantie, c'est le constructeur qui a fini par payer parce que, nous, on a poursuivi les vendeurs de mes clients. Après ça, ils se sont poursuivis jusqu'au constructeur. Puis le constructeur a fini par payer une maison qui a été construite dans les années peut-être 50, 60. Il a payé le montant plus cher que ce qu'il avait vendu la maison à l'époque. C'est spécial. Imagine. Mais ça arrive, regarde avec le jump des prix des maisons qu'il y a eu dans les 2-3 dernières années. Admettons, tu remontes à quelqu'un qui a acheté la maison en 1985 ou 80. Il ne l'a pas payé 800 000, il l'a peut-être payé 50 000, 60 000. Sauf qu'il peut se retrouver potentiellement à la fin de la chaîne de titre pour un problème qui en vaut 100 000 aujourd'hui. Parce qu'il est adapté au prix d'aujourd'hui. Ben qu'il oui. Va payer plus cher qu'est-ce qu'il a acheté la maison. C'est spectaculaire, des fois, les cas de figure qu'on peut voir. C'est fou, ça. Là. C'est très, très spécial. Ouais, surtout, t'es comme, wow, t'as une minute, moi, j'ai pas fait d'argent avec cette maison-là. Là. Puis, aujourd'hui, ça se vend à 700, 800 000. Puis, c'est ceux des 2-3 dernières années qui ont fait le blé. Puis, qu'ils pitchent la responsabilité en arrière. Battez-vous. Moi, j'ai fait mon argent. Je l'ai acheté 400 000, je l'ai vendu 750 000. Sans garantie. Sans garantie légale. Pow. Mais il faut qu'il y ait une garantie légale pour qu'ils puissent, mettons, monter la chaîne de titre jusqu'à. Ouais. Bon. Mais, pense-y. Ou bien, il a dit, garde, moi, je te vends sans garantie légale. Mais c'est ça qui va se passer, Will. C'est ça qui va se passer. Les gens vont laisser la garantie légale des contre les autres, puis eux vont se soustraire à ça. Ils vont avoir fait leur argent. Ça va être encore plus le bordel. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va avoir des situations qui vont choquer l'esprit des gens. On va dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Les gens se dégagent, mais ils laissent les autres. Puis imagine, toi, tu es un vendeur antérieur, puis tu apprends qu'on t'a laissé dans le loup. Ah non, ça n'a pas d'allure. Le pauvre monsieur aujourd'hui qui est en résidence, qui l'a vendu 50 000 $ en 1970. En même temps, c'est rare qu'il y ait un problème qui est découvert, qui date de. C'est rare, c'est pas impossible. Souvent, les problèmes vont arriver parce que c'est des vices de conception, de construction. Puis quand c'est de construction, tu peux remonter jusqu'à la construction, premier, exact. Sinon, c'est des problèmes qui sont intervenus parce qu'il y a eu des rénovations, des agrandissements. Là, tu as des moyens de défense en disant « Oui, c'est moi qui l'ai construit, mais c'est pas moi qui ai rajouté la véranda ou c'est pas moi qui ai fait le deuxième étage. » Là. Ça, je suis pas responsable de ça. Okay. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que cette clause-là va donner en jurisprudence. Là. Moi, j'ai mis des réserves. Ça fait un an? Ça fait quoi? C'est 1 an et demi? Ça doit faire peut-être c'était mai 2022, la décision de la Cour d'appel. L'été 2022, fait que ça fait peut-être un an et demi. Je me souviens plus quand est-ce que l'OASIC avait envoyé le courriel. Là, mais ça... je l'ai vu peut-être, honnêtement, en un an et demi, là, j'ai vu 5-10 fois. Là. Fait que mais ça va commencer. Il recommande de faire ça. Mais ça va faire des bébés, cette clause-là. Là. Ça va...
Ouais, ça va être particulier. J'ai parlé des courtiers qui m'ont dit, écoute, moi, là, je vais vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Moi, je me casserai pas la tête. Mais encore là, que ça, là. Mais les courtiers qui représentent les acheteurs, ils devraient pousser pour... Ouais. Ça va devenir un jeu de négociation. C'est pas compliqué. Là. Fait que, Garantie de délivrance, Nathalie. Ah ouais, on en a parlé, ça. Des fois... Mais juste pour faire une mise en situation, là, dans le fond, j'achète une maison avec soit telle inclusion ou, mettons, j'achète la maison, la piscine fonctionne, j'arrive à la prise de possession, la piscine ne fonctionne plus. Là. C'est sûr que dans certains cas, tu peux soit plaider vice caché ou défaut de délivrance, mais dans certains cas, tu es mieux de plaider le défaut de délivrance en disant, je vais donner l'exemple, je pense que je t'ai donné hier, tu achètes une maison qui a un puits artésien, puis dans la fiche descriptive, le courtier indique, ou dans la DV, pompe changée, débit suffisant ou débit adéquat pour 8 personnes. Tu mets ça. Tu vas à la maison, il y a une famille de 4 qui aménage, puis ça fournit même pas pour les 4. Eux vont dire, wow, t'as fait défaut de me livrer une maison qui avait un puits artésien qui était suffisant pour 8. On appelle ça un défaut de délivrance. Fait que des fois, dans certains dossiers, c'est pas un vice caché, nécessairement parce qu'elle fonctionne. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'on peut plaider plutôt le défaut de délivrance? Moi, je pense que dans certaines situations, ça se fait. Tu sais, c'est surtout si c'est dans la fiche descriptive. Écoute, c'est... Fait que défaut de délivrance, c'est quoi? C'est une mise en demeure que tu envoies? Mise en demeure en disant, regarde, voici, tu devais me livrer une maison qui avait telle caractéristique. Je te donne un délai pour venir faire tes constatations parce que ça se peut que lui fasse affaire qu'un expert en débit d'eau puis il va dire non, c'est 8, c'est correct. Fait qu'il y a ce débat-là préliminaire. Même mais après ça, pour les vices cachés, tu répares pas le problème ou tu rajoutes pas l'inclusion. Gardez, c'est ça, c'est un bon point puis c'est un bon rappel. Gardez en tête qu'il faut toujours donner la chance aux vendeurs. Si vous voulez être safe, OK, prenez pas de chance. Envoyer un avis de dénonciation, une mise en demeure. Des fois, on fait les deux dans le même document, juste pour donner la chance qu'ils viennent faire des constatations. Ça, là, comme ça, vous vous assurez de ne pas vous faire rejeter votre recours au stade préliminaire en disant, regarde, il m'a mis devant le fait accompli. Mettez-vous à la place du vendeur. C'est comme si on vous dit, vous recevez une lettre, puis tu es comme, OK, mais je sais pas si c'est vrai, j'aurais pu y aller avec un expert, j'aurais pu faire des tests. J'aurais pu le faire moi-même, je ne paierais pas 10 000 quand... Ouais. Généralement, les gens ne veulent pas que les gens le fassent eux-mêmes, là, mais ne serait-ce que d'avoir l'occasion d'y aller. Ce qui est logique. Parce que si tu fais pas ça, ils pourraient dire regarde, tu m'as pas laissé la chance d'y aller. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? C'est ça. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Il peut en avoir des fois des petits tours de passe-passe. Là. J'en ai vu dans des dossiers post-transaction où les gens, frustrés d'avoir trop payé, fait que là, ils cherchent des bébites partout. Ouais. T'sais, ça, c'est frustrant. Ça passe vite, là. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Là. Tabarnouche. C'est bon. Dernière question, dernier point que je voulais apporter, parce que je me le fais demander souvent, ça arrive souvent, on achète une maison, on passe au notaire, l'occupation est 3 mois après le notaire. C'est quoi que ça implique? C'est quoi les obligations des deux parties? Est-ce que le propriétaire qui reste encore dans la maison, mais qui est techniquement plus propriétaire, est-ce qu'il doit faire quelque chose de particulier? Il doit maintenir les lieux? Ça m'est pas arrivé souvent. Dans les dossiers que j'ai eus, il y avait des ententes d'occupation qui étaient signées, mais là, il faut voir avec le notaire qu'est-ce qui se passe au niveau de la délivrance des titres de propriété, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acceptation ou de l'assumation des risques, qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances aussi. Puis l'entente d'occupation, de mémoire, dans ce que j'avais vu, on essaie de rédiger un document qui est connexe ou à part là, de l'acte de vente pour prévoir que tout ce qui est tribunal administratif du logement ne s'applique pas. Puis on parle d'indemnisation monétaire, mettons 1000, 1500, 2000 $ par mois, le temps que ça se fasse. Mais il faut que ce soit clair. Ça, là, je vous conseillerais, regardez ça avec le notaire. Souvent, c'est lui qui va les rédiger parce que c'est lui qui s'occupe de l'acte de vente. Assurez-vous de qu'est-ce qui se passe au niveau des titres de propriété, qu'est-ce qui se passe au niveau des risques, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assurance pendant la période. Est-ce que, admettons, les acheteurs deviennent propriétaires, laissent le propriétaire là 3 mois, mais pendant ces 3 mois-là, ils sont propriétaires en bonne et due forme, puis ceux qui ont une assurance, moi, je réglerais ces questions-là avec le notaire, effectivement. Ça arrive, mais moins aujourd'hui. Je voyais ça plus il y a comme une dizaine d'années, on dirait. C'est rare que j'en vois aujourd'hui des ententes d'occupation. Les gens, ils arrangent leur flûte avant. Ils ne veulent pas être pris au dépourvu, puis souvent, les acheteurs, ils veulent emménager ou ils aiment ça avoir la maison vide pour faire des travaux.
Exact. Tu sais, ils veulent pas... Puis à un moment donné, tu veux prendre possession de ta propriété aussi. Là. Fait que dans l'optique où est-ce qu'il n'y a pas d'entente, c'est d'en parler au notaire qui va régler ça. Tu sais, les notaires, là, c'est leur travail de faire ça puis de bien conseiller les gens. Fait qu'il faut juste bien prévoir les choses. Mais c'est important de le mentionner au notaire comme la partie de mise de fonds. Toujours. On mentionne toujours. tout au notaire. Là. Prenez pas pour acquis que le notaire peut lire ce que vous pensez ou ce que vous croyez qui s'applique. Clarifiez-le avec votre conjoint-conjointe, clarifiez-le avec les beaux-parents de part et d'autre s'il y a eu des apports d'argent. Puis regardez, allez fouiller, là, je serais curieux de savoir là, les gens qui vont aller fouiller puis voir dans s'il y a des conventions d'indivision dans l'acte de vente. Des fois, vous pourriez être surpris puis même choqué d'apprendre qu'est-ce qui est prévu alors que, wow. Tu vas recevoir 500 appels. Tu vas recevoir 2000 appels. Un à la fois, s'il vous plaît. Ton adjoint, il va dire qu'est-ce que tu as dit au podcast. mais non, puis ça arrive. Ça arrive, je vous le dis, là, ça arrive fréquemment que les gens ils ouvrent l'acte notarié quand ça va mal, ils font comme « Ah, je savais pas que c'était ça. Ouais. C'est pas ça que j'avais compris. On m'a jamais dit ça. » Ça, j'entends ça souvent. Là. Souvent. T'sais, les mises de fonds, c'est un sujet délicat, là, surtout quand il y a peut-être pas les plus jeunes couples, mais les couples un peu plus âgés, mon âge, où les gens avaient peut-être des maisons avant, ils ont vendu, puis là, ils ont des grosses mises de fonds, puis là, ils font un apport. Mais tu sais, il est peut-être inégal ou quelqu'un qui a travaillé fort toute sa vie pour sa maison. Puis là, par la bande, il se voit comme imposé, comme une présomption qui donne la moitié de la mise de fonds. Peut-être pas ça qu'il voulait faire, là. Ouais. C'est des sous, là. C'est vraiment important de clarifier ça. Puis c'est une question d'équité pour tout le monde. Autant qu'un ne veut pas ambitionner sur l'autre, ben si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, là. L'argent, c'est toujours un sujet délicat. Surtout dans le contexte actuel, là. Rentre les beaux-parents là-dedans, là, puis t'as un bon melting pot de problèmes potentiels. Fait que, c'est un beau mot de la fin, ça. Ah, mais c'est cool. C'est une mine d'or d'informations qu'on a dit aujourd'hui, que tu as dit aujourd'hui, parce que honnêtement, on pourrait vendre cet épisode-là. Puis c'est sûr que les gens rentabiliseraient dans leur argent parce que c'est vraiment des points importants pour se protéger. Des fois, comme tu dis, les gens... On n'y pense pas. Puis, tu sais, juste finir avec ça, je sais qu'il y a notre temps est compté, là, mais moi-même, quand j'ai acheté ma maison, j'étais étudiant en droit. Puis, avec du recul, tu sais, je suis pas sûr que on m'avait bien expliqué tout ce qu'il y avait dans l'acte de vente. On m'avait pas... Tu sais, puis t'es pas en position de vulnérabilité parce que, tu sais, on est tous présumés être aptes puis avoir plein tous nos moyens, mais quand t'es pas habitué, quand t'es plus jeune, quand c'est ta première transaction, quand t'as pas parlé au notaire avant, quand c'est pas clair entre les parties, c'est sûr que ça peut causer des problèmes. Pas certain, mais ça peut causer des problèmes. Puis aujourd'hui, avec les gros montants qui sont en jeu, c'est pas des petits problèmes, ça peut être des problèmes qui ont des conséquences monétaires importantes. Merci, Nathan. Hey, merci, Will. Je suis content qu'on est rentré dans le temps. On dit pas pire? Oui, je pense qu'on est en plein dedans. Super, bien, merci de l'invitation. Puis, si les gens veulent te rejoindre, s'ils ont des problèmes avec leur ben, je sais pas si tu vas mettre les coordonnées sur le je vais les mettre podcast. En bas. Sinon, amonscrunchy.com. Vous pouvez nous appeler, ça nous fait toujours plaisir de prendre le temps de vous parler. C'est comme je vous dis, un 5, 10, 15 minutes, juste question de débroussailler un peu qu'est-ce qui est en litige. Puis si après ça, on va plus loin, on vous explique un peu comment on fonctionne. Mais on en fait beaucoup. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens. C'est ce qu'on aime, on en fait énormément. Puis on aime ça bien expliquer pour que les gens comprennent c'est quoi leur situation, c'est quoi les options. Fait que si vous avez des questions, bien, vous allez avoir mes coordonnées. Fait que merci. Merci beaucoup, Will. Good, merci à toi. Hey, merci.